Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de commencer puisqu'il est 11 heures. Donc, bienvenue dans cette web rencontre gestion des événements indésirables en ESSMS et tout particulièrement comment favoriser leur déclaration. Donc, je me présente, je suis Lucie Livet, ingénieure qualité depuis 2 ans à Calva, avec pour principale mission justement la gestion des événements indésirables, la formation à leur analyse systémique et au travail sur les plans d'action. Et en aparté aussi sur la certification des établissements de santé. Je suis accompagnée de Léna Marteau, qui est notre coordinatrice et qui va m'aider d'un point de vue logistique, et bien sûr de Madame Delettre et Madame Hart, qui sont donc les deux professionnels de l'EHPAD La Buissonnière, pour lesquels nous allons pouvoir écouter un retour d'expérience. Quel est le programme pour aujourd'hui? Après une brève introduction des enjeux et surtout du pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette thématique, nous aurons donc un retour d'expérience de l'EHPAD La Buissonnière avec Madame Delettre Ophélie, directrice, et Madame Arélise, infirmière coordinatrice. Ensuite, je reprendrai la main pour les messages à retenir de pourquoi déclarer, quoi déclarer et quand déclarer. Quels sont les freins et les leviers pour l'implication des professionnels et quelques exemples d'indicateurs au service de cette dynamique de déclaration. Ensuite, je vous présenterai les outils Calva qui ont été créés ou mis à jour en 2025 en lien avec la déclaration des événements indésirables. Et bien sûr, nous terminerons par un échange entre nous. N'hésitez pas avec toutes vos questions. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. Donc, tout d'abord, pourquoi ce sujet? En fait, en 2025, nous avons mis en place un projet régional d'accompagnement collectif de 17 structures médico-sociales. Et dans cet accompagnement, nous avons pu permettre à ces structures soit de mettre à jour ou d'élaborer leur politique de gestion d'événements indésirables, d'être formées à l'analyse systémique et aussi de travailler sur des plans d'action. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de partager avec vous ces retours d'expérience. Et ça nous permettra aussi, au cours de cette heure de web rencontre, de poursuivre le développement de la culture positive de l'erreur, de continuer à sensibiliser à l'intérêt de la déclaration des événements indésirables, d'appuyer aussi l'engagement institutionnel et managérial autour de ces déclarations d'événements indésirables. Et puis, j'en oublie pas vos critères d'évaluation HAS, qu'ils soient impératifs ou standards, en lien avec ces déclarations. Donc, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le retour d'expérience de la résidence La Buissonnière à Isnoville, et je vais laisser la parole à mesdames Delettre et Hart qui vont se présenter, et ensuite je ferai défiler les diapos. Bonjour à tous. Donc, je suis Ophélie Delettre, la directrice de la résidence La Buissonnière depuis bientôt 20 ans. Je suis en poste sur mon établissement et moi, Élise Hart, je suis infirmière coordinatrice depuis l'année dernière, depuis juillet 2025. Donc, on a démarré l'accompagnement avec Calva l'année dernière, en début d'année 2025, parce que notre établissement est créé depuis octobre 2006, donc 20 ans. Il a 79 places d'hébergement permanent, 2 lits d'hébergement temporaire et 14 places en unité de vie protégée. On est parti d'un constat initial, c'est que on avait comme tout à chacun, on avait une démarche qualité en place. On gérait les événements indésirables, on gérait plutôt des déclarations, mais on ne savait pas trop quoi en faire. En 2024, le décret de fonctionnement du CVS a modifié un peu l'ordre des choses et il fallait présenter un bilan au CVS. On présentait un bilan, mais c'était compliqué pour nous. On n'était pas à l'aise avec le sujet. On avait quelques déclarations. On était plutôt en sous-déclaration puisque on avait un rapport à l'erreur qui était plutôt négatif. Et puis, on n'envoyait pas un bon message non plus à l'équipe puisque, comme nous-mêmes, on ne comprenait pas, on ne savait pas trop quoi faire de ces déclarations, l'équipe n'était pas incitée à déclarer et à faire remonter les problématiques.
On a eu un peu par la force des choses, on est rentré dans ce programme puisque nous avions notre évaluation HAS en novembre 2025. Donc, on a eu que très peu de temps, un petit peu, pour mettre en place les choses. Et c'est surtout, en fait, comprendre l'attendu, en fait. Pourquoi faire les choses et puis diffuser auprès de nos équipes. Alors moi, j'ai voulu reprendre un petit peu les fondamentaux pour pouvoir vous partir de là où on est parti et comprendre un petit peu, puisque pour comprendre les événements indésirables, en fait, il faut savoir que dans nos établissements, c'est bien l'humain qui est au cœur de l'accompagnement. Il est à la fois force et faiblesse. Force, parce que c'est toute la capacité à l'humain à s'adapter aux situations, et faiblesse parce que voilà, l'humain peut se tromper, l'humain peut faire des erreurs. Donc, on est parti du constat de Sénèque, hein, l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Il faut donc comprendre ces erreurs et surtout dire que ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est incompétent. C'est à la fois revoir sa stratégie de communication, revoir si nos protocoles sont clairs, sont compris des équipes, etc. C'est toute une démarche en fait qui s'impose. Donc, nos métiers sont humains. La qualité et la sécurité dépendent de nos professionnels. Comme je disais, l'humain est force, mais aussi faiblesse. Et la sécurité se construit collectivement et dans la durée. Il faut savoir que souvent, quand il y a des FEI, ce sont nos professionnels qui, par leur expérience de terrain, par le fait qu'ils sont au cœur même et proches de nos résidents, c'est eux qui sont force de proposition. Donc le but était vraiment d'aller chercher avec eux et avec notre équipe de comprendre un petit peu ce qui se passait. La culture de sécurité, en fait, elle ne se décrète pas. Elle repose sur l'expérience de l'équipe, sur l'analyse des situations qu'on peut faire lors de rétex, sur le partage d'informations, parce qu'on voit aussi que plus on va communiquer sur les événements, plus on va trouver des solutions collectivement et plus, en fait, ça va marquer les esprits et moins les événements indésirables vont se reproduire. Et ça contribue à une amélioration continue de la qualité. La culture de sécurité, c'est vraiment un apprentissage collectif. On apprend tous ensemble, chacun à son niveau. Comprendre la culture juste, en fait, c'est pas du tout facile et pas du tout aisé pour les soignants. Puisque souvent, quand on fait, enfin au début en tout cas, quand on faisait des rétextes, ils étaient en train de chercher qui avait fait l'erreur. On cherchait plutôt le qui plutôt que le pourquoi. Et en fait, dans l'analyse des événements, on se moque de qui a fait l'erreur parce qu'en fait, tout le monde aurait pu faire cette erreur, le but étant de comprendre pourquoi l'erreur a été possible. Donc, on va chercher à améliorer le système et pas de désigner un coupable. Et ça, nos soignants ont parfois beaucoup de mal. Il faut donc qu'on apprenne à faire changer notre rapport à l'erreur, qui déjà nous-mêmes, en fait, on avait un rapport plutôt négatif. Lorsqu'on présentait au CVS nos FEI, on était plutôt un peu pas honteux, mais gêné d'exposer certaines situations. L'erreur est souvent source de culpabilité. Elle est difficile à reconnaître ou à signaler. Il faut déculpabiliser l'erreur pour favoriser la déclaration des incidents et apprendre collectivement de nos erreurs. L'erreur devient alors une source d'apprentissage. Pour déculpabiliser l'erreur, on est parti sur de l'information. On a beaucoup communiqué auprès de nos professionnels. Il faut savoir que dans nos équipes, la synergie ne va pas d'elle-même en fait. Nos équipes sont hétérogènes. On a des cultures différentes, des formations variées, des statuts différents, une ancienneté qui peut être variable de nos professionnels. Et parfois aussi, on se rend compte de ça, des différences de langage et de compréhension. Donc tous ces facteurs, en fait, influent directement sur la communication, limitent le partage d'informations et d'où l'importance, en fait, de rediscuter, de retravailler en rétexte
pour gagner en confiance et en dialogue professionnel. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a participé à l'accompagnement Calvin en janvier 2025. Alors, c'était très, très difficile pour nous, hein, puisque, en fait, on n'a pas de personnes ressources à la qualité, etc. Moi, je suis directrice, et Elise et IDEC. Donc, voilà, on a piloté un peu cette démarche toutes les deux. Donc, l'objectif était d'améliorer la déclaration des événements indésirables, de renforcer la culture de sécurité et surtout de développer une dynamique d'apprentissage collectif. On est parti d'un constat de base, d'un audit flash en fait réalisé par notre CODIR, qui a permis de faire un état des lieux. Donc, le score était ni bon ni mauvais, mais il nous a permis de constituer une base de travail à l'amélioration continue. Donc, on a eu un score de 61%. Les choses étaient en place, mais rien n'était vraiment poussé pour faire le lien entre les choses et améliorer la stratégie. On avait une charte de non-punition, mais elle n'était pas forcément connue des professionnels. Elle était uniquement signée de la direction. Donc déjà, ça, c'est un point qu'on a revu directement. On a fait signer le CODIR en fait. Donc la direction, le médecin et l'IDEC en fait se sont engagés sur cette charte de non-punition pour pouvoir pour qu'elle soit force de proposition aussi et qu'elle rassure l'équipe, que ce soit pas juste une démarche de la direction. On a fait des formations pour aussi rappeler aux professionnels que l'objectif n'était pas de désigner un coupable, mais de comprendre les causes pour éviter la répétition de l'incident. Pour ça, on a travaillé avec des flyers qu'on a diffusés à notre équipe. Alors, on avait des supports de formation où on faisait en staff, et puis on avait des petits flyers qu'on laissait à disposition, et on a bien distingué l'erreur de la faute. On est parti d'un constat de base. L'erreur, je suis au bord de la piscine et par inadvertance, je glisse dans l'eau. C'est pas de ma faute, j'ai glissé, je suis tombée. La faute, je vois le panneau où je ne peux pas plonger dans la piscine, je me mets sur le plongeoir et j'y vais quand même. Donc là, c'est intentionnel, c'est volontaire de ma part, je plonge, j'y vais, je saute. Et ça, en fait, c'est assez imagé, mais en fait, on s'est servi de cette image pour rappeler aux professionnels que l'erreur, j'ai glissé, la faute, j'y vais quand même. Le but était de créer un climat de confiance avec les professionnels. Donc, on a participé au mois de la déclaration, où là, le but, c'était vraiment de déclarer. On était vraiment sur le quantitatif. On ne cherchait pas à avoir du qualitatif. On voulait vraiment que la démarche soit acquise par les professionnels et que ce soit fluide, en fait. On a défini ensemble un plan de communication. On a informé sur les événements indésirables, les plaintes et réclamations. On ne s'est pas juste focalisé sur événements indésirables. On a fait vraiment le focus plaintes et déclarations. On a créé un flyer. On a revu notre protocole d'aide à la saisie parce qu'en fait, il était inexistant. Donc, dans le logiciel, c'était compliqué pour les soignants et les non-soignants de saisir un événement indésirable ou une plainte et réclamation parce qu'on s'était vraiment jamais attardé sur le sujet. On a fait une campagne de communication aux familles et on a diffusé notre fiche de grains de sable. On a rendu un peu ludique et sympathique l'aspect plainte et réclamation en précisant que dans toute organisation, en fait, il pouvait y avoir un grain de sable dans l'organisation. Et donc, on l'a diffusé aux familles. On a expliqué aussi aux familles que on avait cette charte de non-punition. Elle a été présentée au CVS pour aussi dire aux familles, bon ben voilà, ça peut arriver, on va pas aller chercher le qui, on va aller chercher le pourquoi. Et ça nous a permis en fait que les familles se sentent écoutées aussi dans leurs plaintes et réclamations et faire en sorte que ces plaintes et réclamations soient pas juste des plaintes, mais qu'on cherche vraiment à améliorer la qualité et qu'on cherche les causes profondes. Donc voilà, vous avez le flyer.
On distingue bien la faute de l'erreur, quoi déclarer, quand déclarer, comment déclarer. Et puis surtout, c'était de dire aux soignants, est-ce que j'ai assez d'informations pour déclarer? Est-ce que j'ai été en contact avec les personnes impliquées avant? Est-ce que je suis en colère? Parce que parfois, bah, on a aussi des FEI pour des règlements de compte. Donc ça, c'était pas le sujet. Il fallait vraiment que la personne, on voulait des faits et rien que des faits. On a mis différentes actions en place, hein, comme je disais tout à l'heure, des formations flash directement auprès des équipes pour appeler ce qu'est un événement indésirable. Alors, c'est des actions qu'on a fait et refait parce que c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est aisé pour les soignants, l'événement indésirable. Donc, on a été un peu sur la redondance. Et puis, bah, on a expliqué aussi pourquoi il était important de déclarer, comment déclarer. Et on a surtout, alors là où ça a permis la bascule un petit peu dans la tête de nos soignants, c'était le retour d'expérience. Le retour d'expérience, il a fait lien, il a fait sens un petit peu dans tout ce qui se passait jusqu'à présent sur les déclarations. On a fait des quiz, donc on a rendu les choses un petit peu plus fun en fait. Voilà. On a pris sur des visuels, voilà. Vous avez quelques exemples, hein. Une erreur sans conséquence doit être signalée. Voilà. Je suis plus intéressée par la dernière partie. Ah oui. Donc, je fais autre chose. Les événements indésirables, donc là, c'est retour d'expérience. Mais après, ils proposent. On va couper le micro de la personne. Je croyais que on ne m'inquiétez pas. Donc, ces outils ont permis de favoriser l'échange, de dédramatiser l'erreur et de renforcer l'appropriation par les équipes. On a expliqué, on a cherché à faire comprendre en fait que nos soignants n'étaient pas forcément responsables dans l'erreur, mais on les a sensibilisés sur les facteurs humains qui pouvaient influencer la survenue d'événements indésirables. La fatigue, le stress, la charge de travail, le manque de communication, les différences d'expérience ou de formation, l'ancienneté dans l'établissement, tous ces facteurs en fait ont pu aussi permettre aux soignants de déculpabiliser en fait sur ce qui pouvait arriver. Tous ces éléments fragilisent l'organisation, mais sont aussi une ressource essentielle pour la sécurité, puisqu'elles permettent la vigilance collective, la coopération et le respect des procédures. L'erreur devient alors une opportunité d'apprentissage. Pour rendre compte aux équipes, on a créé une gazette mensuelle. Donc là, vous voyez, c'est notre panneau d'affichage du personnel. L'objectif était de communiquer de manière simple, attractive auprès des équipes soignantes, favoriser la compréhension et la vigilance autour des événements indésirables, parce que si c'est arrivé, ça peut m'arriver aussi. On a un label qualité de vie et bientraitance, donc en fait, on a beaucoup d'événements où on sensibilise nos professionnels sur la bientraitance. C'est plutôt visuel, tout le monde passe devant, donc voilà. On informe à la fois sur le qualitatif et le quantitatif. Vous voyez, par exemple, là, au mois de janvier, il y a eu 41 événements indésirables sur le mois. Et on les a regroupés en items, on fait un petit commentaire. Ça nous permet aussi de faire lien avec le CVS, comme ça tout le monde a une information qui est plutôt correcte. On y retrouve le nombre d'événements sur la période, la distinction entre EI, EIG et les plaintes, les actions correctives qui ont été mises en place, un rappel aux bonnes pratiques et aux enseignements tirés, et puis toujours un retour anonymisé pour préserver la confidentialité. On est sur un partage d'informations pour renforcer la culture de sécurité et on stimule en fait indirectement l'implication et la vigilance des équipes. C'est vraiment un outil concret pour l'apprentissage collectif. On a eu ensuite nos rétex. Donc, nos rétex, c'était vraiment là un temps d'échange pour comprendre les causes des événements indésirables.
pour identifier les actions correctives et préventives et pour transformer chaque incident en apprentissage collectif. Le but était d'améliorer les pratiques professionnelles, de renforcer la culture de sécurité, de faire un partage d'expérience entre équipes pour avoir moins de répétitions dans l'erreur. Toujours pour valoriser le facteur humain, la coopération et le rappel des procédures. On fait des rétextes de façon systématique. Aujourd'hui, les rétextes, on n'a plus besoin de dire on va faire un rétexte. Souvent, c'est les professionnels nous disent, ils attendent après le rétexte justement pour échanger. On est sur une analyse non punitive centrée sur l'amélioration de la qualité. On prend en compte, on arrive à prendre en compte, et ça on est plutôt content, les presque erreurs, c'est-à-dire que on travaille avec nos barrières de récupération et ça, nos soignants en fait ont compris quelles étaient nos barrières de récupération et on arrive à les identifier, notamment sur les erreurs de préparation dans les piluliers. Quand on reçoit les médicaments de la pharmacie, souvent, on fait un contrôle et parfois, il y a des erreurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les presque erreurs. On a une communication qui est claire et des enseignements qui sont faits aux équipes. L'erreur n'est plus une simple faute, mais une opportunité d'apprentissage. Donc là, on a mis quelques exemples d'événements indésirables. Ça peut être une chute, une erreur médicamenteuse, un incident dans le matériel, un problème de communication. Lorsque l'événement survient, il est signalé. Des mesures sont prises pour la sécurité des résidents ou du personnel, si c'est une défaillance d'un matériel. Une analyse est réalisée sous forme d'un rétexte et on vient vérifier ce qui a fonctionné. Comme je vous disais tout à l'heure, on vient tester nos barrières de récupération et ce qui n'a pas fonctionné. Et des actions correctives et préventives sont mises en place. Le but étant d'éviter la reproduction de la situation. On a travaillé aussi sur nos never events, les événements qu'on ne voulait plus jamais revoir au sein de l'organisation. On s'est appuyé, comme il fallait le présenter au CVS, on s'est appuyé sur les familles pour aussi nous permettre d'améliorer cette qualité au sein de l'établissement, puisqu'on est parti d'un constat que les familles, parfois, hésitent à signaler un problème. Elles vont nous dire, oui, mais les soignants prennent bien en charge maman, alors bon, on va pas râler, on va pas se plaindre. C'est aussi la peur de ne pas déranger ou de créer un conflit. Donc, on a vraiment apaisé les choses en présentant cette charte de non-punition. On a fait de nos familles, en fait, nos partenaires de sécurité et d'amélioration. On a créé un climat de confiance où chaque signalement contribue au bien-être des résidents et on a apporté une réponse à chaque plainte et réclamation. Alors, c'est très chronophage, mais les familles, en fait, n'hésitent plus à dire les choses. Donc, on a diffusé nos flyers aussi aux familles. Ça, on a tout mis dans des comptes rendus de CVS et voilà. On a fait des mails de rappel aux familles. On en fait à peu près tous les 3-4 mois pour représenter notre fiche de grain de sable, puisque voilà, on insiste pour dire qu'on est là aussi et que c'est bien de signaler les choses. On est parti d'un constat. En 2024, on avait 155 FEI. En 2025, on a eu 313 FEI. En 2024, on avait 11 plaintes. En 2025, on a eu 74 plaintes. Alors, la situation ne s'est pas dégradée sur l'établissement, bien au contraire, mais on a favorisé la déclaration. Donc, on a pris en compte le cœur des problèmes et on n'a plus mis les choses un peu sous le tapis. En janvier 2025, notre audit était à 61%. En décembre 2025, on avait atteint notre objectif. On était à 100% de cet audit.
Donc, on tenait vraiment à remercier les équipes Calva pour l'accompagnement déterminant qu'on a pu avoir. La disponibilité, la pédagogie et le soutien ont été essentiels. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi, je suis directrice Élise et IDEC. On n'était pas du tout de la qualité. On n'avait aucune formation spécifique et on a réussi à analyser les choses, à comprendre un peu. Et on a permis à notre équipe de monter en compétences. Et lors de notre évaluation HAS en novembre 2025, la gestion indésirable a été validée avec l'obtention d'une étoile, donc pour souligner le chemin parcouru. Donc ça, on était très, très fiers. Voilà, merci beaucoup. Alors, en effet, vous pouvez être très, très fiers de tout ce parcours réalisé. À mon tour, de vous remercier vivement pour ce partage d'expériences très riche, d'autant plus d'avoir fait un focus sur l'importance du rôle des familles dans cette culture positive de l'erreur, d'avoir pu aussi montrer l'importance de varier les canaux de communication pour informer les professionnels, pour les rendre acteurs justement de ces analyses et de ces déclarations d'événements indésirables. Et puis ce petit coup de cœur pour ce terme fiche grain de sable qui, je trouve, permet, c'est à la fois très parlant et c'est à la fois très bienveillant, je trouve. Donc, bravo pour ce titre donné à cette fiche de plainte et réclamation. Alors, si on part sur les messages à retenir, et il y en a déjà énormément que vous avez transmis, donc merci pour tout ce travail. Il ne me reste plus qu'à synthétiser. Dans les principaux messages, alors bien sûr qu'un de vos leviers, ce sont les critères impératifs de l'évaluation HAS. Mais on sait bien qu'au-delà de ça, c'est bien une dynamique d'équipe qui doit s'enclencher pour atteindre cet objectif et non pas l'inverse. Pourquoi déclarer? Et ça, vous l'avez bien dit, c'est donner du sens à la déclaration au travers des retours d'expérience. C'était intéressant aussi de le prendre sous cet angle-là. Vous avez besoin et vous avez tous besoin et on a tous besoin d'identifier nos principaux risques dans nos structures, tant pour l'usager que pour le professionnel. Et pour identifier ces principaux risques, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est d'avoir des déclarations. Et de les communiquer au travers de la Gazette permet aussi aux professionnels de s'imprégner de ce qui a pu être déclaré et de se dire, ah ben tiens, ça, j'aurais pu le déclarer aussi, parce que derrière, on va travailler sur une notion de fréquence. Pourquoi déclarer? C'est aussi démontrer en tant que déclarant qu'on se sent concerné par le dysfonctionnement. Et vous avez bien précisé tout à l'heure, une déclaration, ce sont des faits et rien que des faits. Mais démontrer qu'on se sent concerné par le dysfonctionnement, qu'on soit acteur ou témoin, c'est important. Alors, quelquefois, on a en frein à la déclaration de je n'ose pas, la notion de représentation de délation. J'aime toujours rappeler le fait que c'est sûr qu'on ne déclare pas sans avoir communiqué avant. Donc, on est concerné par le dysfonctionnement, mais on va aller voir la professionnelle, dire voilà, on va déclarer ensemble et on va travailler ensemble pour que ça s'améliore, pour éviter que chacune ne soit à nouveau dans cette situation. Et puis, au travers des analyses, comme vous l'avez bien dit, on est bien sur l'identification des causes et non pas des responsables à partir d'une analyse systémique. Alors certes, vous avez été formé à la méthode ALARM avec un outil simplifié ACRES, mais qui vous a permis d'aller plus loin dans l'identification des causes que le 5 pourquoi. Et puis derrière, ces déclarations nous permettent en effet de connaître les principaux risques pour agir ensemble et proposer des actions d'amélioration. Donc, c'est vraiment deux prérequis. On ne recherche pas un coupable parce qu'on sait que de toute façon, si on le sanctionne, derrière, on n'aura plus de déclaration puisque la sanction, c'est une communication qui est encore plus rapide que le soutien à la déclaration. Et puis, le fait aussi, ça, vous l'avez bien dit, autour de la table, on n'est pas juste entre directrice et IDEC pour identifier des actions correctives, mais ce sont bien les professionnels eux-mêmes qui vont identifier ces actions d'amélioration pour derrière pouvoir les porter et les mettre en œuvre. Dans l'approche non punitive indispensable, on a envie de partager avec vous un deuxième retour d'expérience assez rapide puisque c'est une vidéo de 5 minutes.
C'est un directeur des ressources humaines de l'ADAPI 44, donc qui est une association API, qui va venir un peu s'exprimer sur sa vision non punitive de l'erreur. Donc, on va vous mettre la vidéo. Et à tout de suite. Bonjour à tous. L'ADAPEI accompagne des personnes handicapées. L'un des enjeux pour nous est d'assurer la sécurité des résidents dans une logique d'amélioration continue. On a été confronté à 3 incidents sur une période courte en lien avec le circuit du médicament, dont un qui constitue un événement grave et qui ont mis en évidence la nécessité de progresser en matière de sécurité. Le service qualité et le service des ressources humaines ont alors travaillé conjointement à la mise en place d'un plan d'action. Conjointement à ce plan d'action, nous avons décidé de faire évoluer notre approche et de changer de paradigme. Nous avons en effet fait le choix, sous l'impulsion d'Arnaud Goisguen, notre directeur général, de passer d'une culture où l'erreur est fautive, ce qui peut entraîner une non-déclaration des erreurs et des presque-erreurs, et qui est un obstacle à la prévention des erreurs, à une culture où l'erreur est humaine et où l'erreur permet de progresser. Les professionnels ne font pas l'objet de sanctions pour leurs actions, pour leurs omissions ou leurs décisions, lorsqu'elles sont proportionnées à leur expérience et à leur formation. Par contre, si on est en présence de négligences graves, de manquements délibérés ou de dégradation, ces éléments ne seront pas tolérés. Nous avons donc repris à notre compte la notion de culture juste de l'erreur. La notion de culture juste est aujourd'hui pratiquée depuis de nombreuses années dans l'aviation civile ou dans les structures hospitalières, car il y a un potentiel d'amélioration notable de la sécurité à travers un système de gestion des erreurs ou d'événements indésirables. Des études ont montré que ce que nous apprenons, c'est le fruit de nos échanges, des problèmes à résoudre au quotidien, sur le lieu de travail et par l'expérimentation. Nous apprenons donc au travail, par le travail, et il est possible d'apprendre de nos erreurs. Dit autrement, apprendre de ses erreurs est une des bases de la progression des personnes et des organisations. Mais pour cela, et je vais reprendre une citation de James Reason, expert en facteurs humains, il faut, ouvrez les guillemets, qu'il existe un climat de confiance qui incite les personnes à fournir les renseignements essentiels liés à la sécurité, mais dans lequel ces mêmes personnes sont au courant des limites qui existent entre le comportement acceptable ou non. Ce changement de paradigme a été expliqué aux représentants du personnel, aux cadres, et a fait l'objet d'un certain nombre de communications internes à l'intention du personnel. Mais il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de déclarer qu'on veut changer les choses. Il faut permettre aux salariés de comprendre le sens de la décision et à chacun de voir la cohérence entre cette orientation forte et les actes au quotidien. Il nous faut donc créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau paradigme et on est conscient qu'il nous faudra du temps. L'ADAPEI s'est d'abord doté des moyens nécessaires à l'analyse des erreurs, dans un cadre pluridisciplinaire, au plus près du terrain, avec la mise en place de retours d'expérience basés sur des méthodes d'analyse qui garantissent l'objectivité. Nous sommes au début de cette évolution que nous avons engagée à l'automne 2021. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand un responsable hiérarchique vient solliciter la DRH pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qui a fait une erreur, notre premier réflexe est de solliciter le service qualité et de demander l'organisation d'un rétex. C'est ainsi que nous montrons que nous ne cherchons pas à sanctionner, mais à comprendre l'origine de l'erreur pour s'améliorer. Et ce n'est qu'ensuite, au vu des résultats de ce rétex, que l'on commencera à se poser la question d'une éventuelle, je dis bien éventuelle, sanction disciplinaire. On a été confronté avec Mme Guillou à un exemple très récent. Un responsable d'établissement m'a sollicité car il souhaitait engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qui s'était trompé dans la distribution de médicaments. On a provoqué un rétex.
le rétex a permis de comprendre l'origine de l'erreur et de déboucher sur plusieurs propositions d'amélioration. Et élément important, il n'y a eu aucune sanction à l'égard du professionnel auteur de l'erreur. Je crois que c'est en communiquant de façon très concrète sur des exemples comme celui que je viens de citer que nous pourrons progressivement faire évoluer les mentalités et convaincre les plus sceptiques qui, lors de l'annonce de ce changement de paradigme, ont considéré qu'il s'agit seulement d'un effet d'annonce et que rien ne changerait. Or, il ne s'agit pas d'un effet d'annonce, mais d'une volonté réelle, car apprendre de nos erreurs pour l'ADAPEI, c'est se donner la possibilité d'éviter leur reproduction. Cette démarche, bien évidemment, s'inscrit dans une culture qualité d'amélioration continue, avec un objectif final qui est la sécurisation de la prise en charge des personnes que nous accompagnons. Ok. Alors, on va pouvoir reprendre. L'importance de cette vidéo, elle était vraiment pour montrer le soutien important des ressources humaines. Pourquoi? Parce que souvent, on a la gestion des risques d'un côté et les ressources humaines de l'autre. Avec gestion des risques, on parle d'erreurs et ressources humaines, on parle de fautes. Et là, j'ai trouvé justement ce travail de cette association très, très porteur parce que on va dire le réflexe de demander une sanction suite à une erreur sans une analyse pour identifier si c'est bien une erreur ou une faute intentionnelle, voilà, c'est un raccourci. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'identifier les fragilités du système parce qu'en plus, s'il y a sanction, s'il y a licenciement, à un moment donné, il n'y aura plus de professionnels non plus tant qu'on n'aura pas travaillé sur l'erreur. Parce qu'une erreur qui ne s'analyse pas est une erreur qui se reproduira. Et peu importe à qui ça arrive, et d'ailleurs, Madame Delette l'a bien dit tout à l'heure, qu'une erreur qui n'est pas corrigée, une autre collègue peut la vivre dans les mois qui suivent. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser nos professionnels et c'est aussi un lien très fort avec la qualité de vie au travail, d'identifier les fragilités du système. Alors, quels événements déclarés? Donc oui, on connaît les événements porteurs de risques ou presque accidents. Donc là, ce sont ceux sans conséquences. Ce sont ceux que l'on stoppe grâce, comme le disait Madame Delette, grâce aux barrières de récupération. Les événements indésirables non graves, associés ou non aux soins, on est sûr, en effet, des dysfonctionnements dans la gestion et l'organisation avec impact mineur. Les événements indésirables graves que vous connaissez, soit associés ou non aux soins, où là, on est sur des conséquences graves sur la sécurité des biens ou des personnes, ou si c'est associé aux soins, ça a mis en jeu le pronostic vital du résident ou de la personne accompagnée ou a entraîné un déficit fonctionnel permanent, voire le décès. Et puis les never events qui vous ont été présentés en effet tout à l'heure, ces événements jamais censés se produire ou qu'on ne veut plus voir. C'est intéressant, alors c'est vrai qu'ils sont nés au niveau du médicament et des omédites, mais ce qui peut être intéressant dans vos structures, c'est de définir ce que vous ne souhaitez plus voir. Et en les définissant, vous allez sensibiliser vos professionnels à ces never events en les nommant et donner aussi le réflexe aux professionnels dès lors où c'est un never event, eh bien, je le déclare. Et ce sera un événement indésirable qu'on analyse coûte que coûte, qu'il soit peu fréquent ou peu grave. C'est un never event dans notre structure, donc on l'analyse. Quand déclarer? Alors, c'est vrai qu'avant de déclarer sur vos supports de déclaration, qu'ils soient papier ou logiciel, il y a des actions immédiates de sécurisation à mettre en œuvre afin de limiter les conséquences de l'événement. D'ailleurs, ces actions immédiates de sécurisation seront à valoriser dans vos plans d'action. Parce que quelquefois, elles ne fonctionnent pas bien, et du coup, ce sont des barrières d'atténuation qui sont à retravailler. Dans les meilleurs délais. En effet, on a une notion de délai. Par contre, attention, ne déclarez pas à chaud. Et ça, vous avez tous et toutes eu ce vécu-là. Quand on verbalise quelque chose à chaud, on y met un jugement de valeur, on y met une intention, on y met des points d'exclamation, on écrit en majuscule sur la déclaration et tout ça, ça donne une intonation qui est compliquée à recevoir de l'autre côté en termes de il y a un sujet à travailler. Donc, ça se déclare au calme, une fois la tension redescendue.
et ça ne retire en rien la communication directe entre professionnels. Vous pouvez patienter 1 jour, 2 jours, le temps de communiquer avec les professionnels sur cet événement et de se dire, voilà, on n'est pas dans le jugement. Ce qui est important à entendre, c'est que la première victime, c'est la personne accompagnée. La deuxième victime, c'est l'acteur de l'événement. Donc, on prend bien en considération cette notion de seconde victime parce que c'est ce qui va permettre aussi aux professionnels d'accepter de déclarer son erreur. Et c'est pour ça que le débriefing immédiat après l'erreur est important. Ça permet de formaliser ce soutien parce que c'est pas le tout, en effet, d'avoir une charte de soutien ou une charte de non-punition. Il faut aussi le verbaliser, le formaliser parce qu'on est vraiment face à une souffrance qui est souvent invisible et qui peut entraîner derrière d'autres complications pour le professionnel. Un petit lien rapide sur l'association Soutien Seconde Victime, valable pour tout type de professionnel. N'hésitez pas à aller visiter ce site qui est très bien fait et qui met à disposition un accueil 24/24, 7 jours sur 7 pour les professionnels qui sont en souffrance suite à une erreur réalisée. Alors, l'implication des professionnels, quels sont les freins et les leviers? Donc, on a bien vu au travers de votre retour d'expérience qu'il faut de l'information, de la répétition, de l'accompagnement à la déclaration. Attention si vous avez plusieurs supports de déclaration, parce que cette multiplication de supports peut perdre les professionnels. Des fois, vous avez 2 logiciels différents en fonction du type d'événement. Vous pouvez perdre des déclarations liées à cette difficulté-là. Donc, il faut vraiment un accès simplifié à l'ensemble des professionnels et que cette fiche de déclaration soit simple, que la déclaration ne soit pas trop sur, on va dire, 3-4 pages. Et il faut que les critères dedans soient adaptés à l'activité de la structure. Un autre levier aussi, c'est de répondre aux déclarations. Alors déjà, les logiciels permettent un accusé de réception, permettent de mettre un commentaire en disant « Nous avons bien pris en compte votre déclaration, nous reviendrons vers vous pour plus de détails concernant l'analyse. » Et puis aussi, parce que souvent, les professionnels disent « Bah voilà, j'ai déclaré, mais je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai pas de suite. » Est-ce qu'ils savent réellement retourner sur le logiciel pour aller lire les actions concrètes qui ont été mises en œuvre? Est-ce qu'ils ont eu un retour verbal de la part de leurs collègues en disant « On a pris en compte au sein du RETEX ton événement indésirable, alors c'est pas le sien, mais l'événement indésirable déclaré et du coup, voici les actions qui sont décidées. » Donc tout ça, ça donne du sens à la déclaration. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on nomme un référent événement indésirable? Attention avec la notion de référence, de ne pas renvoyer sur une seule personne toute cette logistique et toute cette responsabilité de déclaration. C'est vraiment le rôle de chacun. Par contre, avoir un référent vers qui se tourner dans je sais plus comment déclarer, peux-tu m'aider, je me rappelle plus comment on fait, ou est-ce que ça, tu penses que cet événement-là, il se déclare? Ça peut être aussi une de ces missions. Mais en tout cas, on a bien vu avec votre retour d'expérience que la communication se fait à tous les niveaux et tout professionnel et acteur, quel que soit le métier. Alors, si on parle de quelques indicateurs au service de la dynamique de déclaration, il est vrai qu'au cours de cette année d'accompagnement, on avait mis en place, dans le cadre du bilan du mois de la déclaration, quelques indicateurs pour pouvoir identifier cette progression. Déjà, est-ce que la charte de soutien à la déclaration est co-signée? Et vous l'avez bien dit, il ne suffit pas qu'elle soit signée, il faut aussi qu'elle soit diffusée et partagée. Et dans la signature, attention à ce qu'il n'y ait pas que, par exemple, la directrice ou des fois le niveau très, très hiérarchique de l'association nationale, par exemple, de vos structures. Donc, c'est vraiment les professionnels au sein de votre structure qui la signent, voire même le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, le responsable RH. Et le fait qu'elle soit signée, on voit bien l'engagement derrière. Après, vous pouvez aussi essayer de voir si, et là, c'est ce qu'on a vu avec votre progression, l'augmentation du nombre d'événements indésirables déclarés entre 2 périodes. L'augmentation aussi du nombre d'événements traités, parce que ce n'est pas le tout qui soit déclaré, c'est derrière, est-ce qu'on en a fait quelque chose?
Et aussi, attention à ce que ce soit pas toujours les mêmes professionnels qui déclarent, parce qu'on a un petit peu ça. Et à la limite, on transmet à sa collègue en disant, tiens, tu peux déclarer pour moi. Mais derrière, la professionnelle qui ne l'a pas déclaré elle-même n'aura pas le retour, pour le coup, de sa déclaration. Donc, ça aussi, les rendre tous acteurs de la déclaration, c'est un levier au service de cette dynamique. Et puis, c'est intéressant aussi, à un moment donné, d'identifier, de communiquer sur les principaux risques parce qu'il y a plusieurs thématiques qui se dégagent. On l'a vu dans votre gazette. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça vient sensibiliser les professionnels en place, mais aussi les vacataires, mais aussi les nouveaux arrivants. Et du coup, c'est des messages qui passent aussi par ce mode de communication. Et puis, quand vous faites en effet des informations, formations, sensibilisation à la culture de déclaration, de pouvoir en effet annoncer un taux de professionnels sensibilisés, ça vous permet d'avoir un regard sur le nombre de professionnels impactés. Alors, en ce qui concerne la boîte à outils Calva ciblée sur la déclaration des événements indésirables, nous avons sur 2025 mis à jour ou créé des outils dans le cadre de cet accompagnement. Ça commence par ce flyer, en effet, où déclaration des événements indésirables, on vous dit tout, pour lequel vous vous êtes inspiré et c'est très bien. Mais voilà, sachez que vous avez à votre disposition cet outil. Vous avez aussi un autre outil qui est intéressant parce qu'on s'est dit, voilà, ceux qui n'ont pas de support de déclaration, peut-être commencer par afficher dans vos salles de transmission ce petit outil qui est le QQOQCP, qui est un des premiers outils pour comprendre ce qui s'est passé dans la situation. Et ça permet aux professionnels, sans aller mettre un code sur un logiciel, de pouvoir écrire rapidement ce qui s'est passé avant d'oublier les informations. Et puis, c'est un affichage à la vue de tous. Donc, on est vraiment sur cette transparence et on n'est pas dans le qui a réalisé l'erreur, mais bien qui est concerné. Par contre, qui a repéré le problème pour dire, voilà, on va travailler ensemble derrière pour améliorer. Et puis, on voit bien aussi la partie d'action immédiate, qui a été alerté, qu'est-ce qu'on a mis en place pour sécuriser cette situation. Donc, ça peut être déjà un premier outil où soit vous avez déjà un système de déclaration et vous prenez la décision de faire la journée de la déclaration, la semaine de la déclaration, sur une thématique ou non, ça peut être aussi ça, la thématique médicaments par exemple. Alors j'ai eu le retour d'une professionnelle formée qui m'a dit ah ouais mais si on fait un focus sur le médicament, du coup on va en avoir plein et on va croire que on a plein d'erreurs médicamenteuses. Et ça revient à ce que vous disiez Madame Delette tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a augmenté en plainte et en déclaration que notre système est moins sécure. On est bien sûr sensibilisé et faire ressortir, rejaillir tous les irritants et tous les événements qu'on n'aurait pas déclarés. Et ça vous permet d'identifier vos principaux risques. Donc ça, c'était le support qu'on avait pour aider les structures à faire un affichage de leur mois de la déclaration. Voilà pour les outils vraiment ciblés déclaration. Après, lors de vos inscriptions, vous avez eu à cœur de nous transmettre soit des questions, soit des remarques que l'on va débriefer ensemble avant de repartir de vos questions que vous avez mis dans le chat. Donc, on a eu comme remarque qu'il est souvent facile de déclarer un problème avec le système d'appel malade ou avec la cuisine, mais plus difficile quand il s'agit d'un dysfonctionnement dans la prise en soin d'un résident, souvent pris comme une dénonciation, alors qu'il existe une charte de non-punition. Donc, on a bien vu que ce document, qu'il soit signé, diffusé, ne se suffit pas à lui-même. Madame Delettre et Madame Hart ont bien précisé d'ailleurs que le fait de faire des rétextes est venu donner du sens à la déclaration. Donc, peut-être que c'est aussi ça, de se dire, voilà, on est tous en effet autour de la table, on voit ce qu'on fait des déclarations, il n'y a aucun jugement, on n'est pas dans cette culture de la délation et de la dénonciation, mais bien dans cette culture juste. Donc, il y a toute une communication et une préparation des professionnels à ces rétextes. Vous pouvez commencer par un rétexte exceptionnel et peu importe, vous pouvez dire, voilà, on n'a aucune déclaration, mais on se met tous autour de la table. Et si vous donnez la parole à vos professionnels, vous allez voir que là, les langues se délient. Ils savent qu'ils sont dans une ambiance de bienveillance autour de la table et ils vont raconter leurs irritants, l'événement qui s'est passé hier ou avant-hier et vous allez avoir de la matière pour travailler.
Après, on a eu aussi en remarque et en question des tips, donc des astuces pour inciter les équipes à faire ces déclarations. Je pense que depuis tout à l'heure, on a tenté de répondre à cette question. Et comment les rédiger sans se mettre en porte-à-faux? Alors, la notion de porte-à-faux, je pense qu'on va se retrouver si on dit que ces déclarations ne sont que des faits et rien que des faits, et qu'il n'y a pas de jugement, et qu'il n'y a pas non plus dans cette déclaration, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Parce qu'il n'y a rien de plus rédhibitoire que de donner des leçons aux autres. On reste sur les faits et en tant que déclarant, on se tient prêt à travailler sur ces événements-là aussi. Et ça évite aussi, tiens, j'ai eu 2 fiches, je vais t'en faire 2. Non, on n'est pas dans le donnant-donnant non plus dans les déclarations. On est acteur de la déclaration, mais on sera acteur aussi de l'amélioration. On a eu aussi une demande, pourriez-vous présenter les outils CREX? C'est un exemple de règlement intérieur CREX. Alors, en fait, ces outils, on a le souhait de les aborder plus dans une deuxième web rencontre en lien avec vraiment l'analyse et le CREX, mais nous allons partager avec vous donc notre communauté de pratique événements indésirables où nous avons du coup l'outil d'aide à l'analyse d'un événement significatif issu de la méthode alarme et, comme vous demandiez, une aide à la rédaction d'un règlement intérieur ou d'une charte de CREX. Ça, vous retrouverez tout ça sur la communauté de pratique événements indésirables. Comment y aller? Eh bien, en allant sur le site de Calvin, vous allez sur l'onglet Partageons. Vous allez avoir la communauté de pratique et là, vous allez ouvrir une fenêtre et vous allez pouvoir noter « Je veux m'inscrire ». C'est gratuit, tout le monde peut s'inscrire à la communauté de pratique et de ce fait avoir accès à ces outils. Léna vous met le lien dans le chat pour l'inscription à la communauté de pratique. Et puis, ce programme d'accompagnement qui a eu lieu en 2025, on a le souhait de le réitérer en 2027 parce qu'il a été très porteur, parce qu'on a eu en effet plein de retours positifs et ça a apporté une amélioration dans vos organisations. Donc voilà, sachez que le projet va être réitéré de janvier à décembre 2027 avec, du coup, là, vous visualisez les 4 étapes par lesquelles sont passées les structures et dont les pas de la buissonnière, des bases de la démarche avec tout ce qui est politique jusqu'au mois de la déclaration pour ensuite analyser un événement indésirable sur 2 méthodes. Ils ont autant utilisé la méthode alarme que la méthode des 5 pourquoi et ils ont abouti à des plans d'action et à une communication. D'ailleurs, ça a amené en décembre un challenge où on a primé et récompensé les EHPAD qui ont réalisé des analyses systémiques pertinentes et réussies. Donc, n'oubliez pas que sur cette communauté de pratique et événements indésirables, vous avez un forum de discussion où vous pouvez échanger et partager des supports entre vous. Voilà, je vais arrêter de parler et la parole est à vous, tout en sachant que nous avons des questions dans le chat auxquelles… Donc, l'accès aux outils, des questions, donc vous avez eu des réponses par Léna dans le chat. On demandait un exemple de quiz. Un exemple de quiz pour l'état des lieux? Non. Un quiz avec des questions. Nous, on a des quiz, savoir quel type d'événement c'est. Ah oui. Il y a des choses qui peuvent être partagées par la buissonnière. Je sais pas si alors, est-ce que… Donc, il y a une question par rapport à des exemples de quiz. Est-ce que votre quiz au niveau de la buissonnière, vous seriez prêt à le partager sur la communauté de pratique? Oui, il n'y a pas de problème. Super, merci. Après, nous, on en a quelques-uns aussi, mais plus sous le format jeu vidéo, enfin, jeu interactif. Oui, voilà. En tout cas, je peux dire que dans le kit d'outils, on a aussi des quiz comme ça pour s'interroger sur le type d'événement. C'est ça, donc je vais redire, je ne suis pas persuadée que vous entendez Léna, mais voilà, elle expliquait que dans la communauté de pratique, on a dans la boîte à outils des exemples de quiz. Est-ce qu'on peut impliquer des personnes accompagnées dans l'analyse des événements indésirables? Ça peut être intéressant. J'ai déjà répondu qu'on avait le kit de recueil du récit de l'usager pour alimenter la chronologie des faits.
Peut-être que tu peux compléter. Alors, en effet, la question très pertinente, est-ce qu'on peut impliquer l'usager dans l'analyse de l'événement indésirable et surtout la chronologie des faits? Donc, vous avez dans la boîte à outils le recueil du récit de l'usager qui a été créé suite à, en effet, au soutien par la Haute Autorité de Santé d'aller de plus en plus vers nos usagers qui ont subi l'événement indésirable, nos patients, nos résidents. Par contre, ça met quand même un focus sur il faut qu'il soit au courant qu'il y a eu un événement indésirable le concernant. Donc, il y a l'annonce du dommage associé aux soins qui est à réaliser avant d'aller le rencontrer pour lui demander son autorisation et de pouvoir raconter sa version des faits. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Sinon, un peu plus d'infos sur le contenu et le calcul opéré concernant l'audit flash. Ah, un peu plus d'informations sur l'audit flash. Donc, cet audit flash, en effet, il avait 21 critères. Il est aussi dans les outils de la communauté de pratique EI. On partait de la politique qualité, existe-t-elle, est-elle inscrite dans le projet établissement? Est-ce qu'il y a un référent gestion des EI? Est-ce qu'il y a une procédure de déclaration de gestion des EI? Est-ce qu'elle est connue par tous les professionnels? Je vous donne des exemples. Une charte d'incitation est validée et diffusée. L'établissement a défini une charte de fonctionnement de son comité de retour d'expérience. Est-ce qu'il y a un retour au déclarant et à l'équipe concernée suite à l'analyse? Est-ce que les usagers, les proches, les intervenants sont informés des suites données à leur déclaration, plainte ou réclamation? Et est-ce qu'il y a un bilan sur les actions réalisées en CVS? Donc voilà le pourcentage. Mais l'outil, vous pouvez utiliser cette petite grille d'audit pour faire votre état des lieux chez vous dans vos structures puisqu'elle est sur la communauté de pratique outils EI.